Il n'y a Voilà. pas de faute dans la biographie. Je vois que tu regardais. En tout cas, 15 novembre. Bon anniversaire, Philippe, déjà. Merci et bonne transformation. Très heureux d'être là. Ce 15 novembre coïncide effectivement avec le lancement des nouvelles offres de Canal Quel ce timing. matin. On les a ajustés pour ton anniversaire avec Franck Cadoré. On s'est dit, on va faire ça le jour de l'anniversaire de NPA. Et j'y suis extrêmement sensible. mais pour tous ceux qui n'ont pas été associés à tout ce montage, peut-être rappeler un peu la philosophie qui a conduit à cette restructuration des offres. La philosophie, c'est que très schématiquement, on dépense pas loin de 2 milliards d'euros en contenu au board de Canal+, et ex-Canalsat, donc bouquet de chaînes, et que le sentiment qu'on avait, évidemment, il faut amortir les coûts de ces contenus sur un maximum d'abonnés, et que le sentiment qu'on avait avec Franck Cadoré et ses équipes, c'est qu'il y avait toute une partie de la population qu'on n'adressait pas correctement, et qu'on avait besoin de revoir le dispositif de nos offres pour aller chercher des segments de population qui n'étaient pas adressés par des offres engageantes sur un an à 40 €, si je schématise. Et donc la première logique, c'était de se dire, regardons tous les segments de population, la pénétration de la télévision payante en France est très faible. Je le rappelle, hein, on est pour les offres Canal autour de 20%, pour les offres Total Pay TV autour de 25% de la population française, là où en Angleterre elle est plutôt de l'ordre de 44% et Sky c'est 40% de pénétration. Il n'y a pas de différence structurelle de notre point de vue entre les marchés français et les marchés britanniques. Il y a une télévision gratuite là-bas qui est en pleine forme, il y a une BBC qui est très puissante, il y a tout un tas de facteurs qui font qu'il n'y a pas de raison autre que la performance opérationnelle de Sky au succès et à la pénétration britannique. Et donc, le point de vue qu'on avait très humblement, moi ça fait beaucoup plus longtemps que Franck Cadoré, que je suis chez Canal, c'était qu'on avait quelque part pas nécessairement bien adressé ces segments, et qu'il fallait qu'on soit prêt à revoir le modèle de manière assez structurante pour aller chercher des nouvelles populations. D'où des nouvelles offres pure OTT, pure streaming, sans engagement, avec un tarif beaucoup plus accessible, c'est-à-dire autour de 20 € pour Canal+, pour aller chercher un segment 25-35 ans, je dirais, qui a tout à fait les moyens de se payer Canal, mais qui considérait qu'à 40 € ou avec un engagement d'1 an, c'était pas quelque chose de suffisamment convaincant. D'où la refonte globale de l'offre qu'on lance aujourd'hui, dont le socle devient Canal+, parce qu'on est dans une logique. Nous-mêmes, on était frustrés. Quand tu dépenses 1,2 milliard dans les contenus chaque année et que tu te dis, j'expose finalement pas assez de mes abonnés à ces contenus. Et donc la logique était celle-là aussi. C'est comment est-ce qu'on fait le meilleur usage possible des dépenses et des contenus qu'on estime, nous, de haute qualité auprès du maximum d'abonnés. Pardon, une question, vous dites, vous avez remodulé, ça va de 20 à 100 € quand même. Qu'est-ce qu'on a pour 20 €? Qu'est-ce qu'on a pour 100 €? Schématiquement, pour 20 €, très humblement, on considère qu'on a le meilleur, le concentré, l'essentiel, puisque c'est Canal+, la chaîne, avec tout le dispositif délinéarisé à la demande, etc., qui aujourd'hui est partie intégrante de l'offre, et donc on ne peut pas désolidariser ces deux parties de l'offre. Et ensuite, la structure d'offre qui est proposée, c'est une offre, je dirais, très modulaire, autour des grandes thématiques qui intéressent les gens qui généralement souscrivent à la télévision payante, c'est-à-dire le cinéma et les séries d'une part, le sport d'autre part, les thématiques documentaires, divertissement, famille d'autre part, etc., et tout un tas d'options. C'est ça l'idée. Et donc, en effet, pour l'ensemble, on peut aller jusqu'à 100 €. Il y a une grande partie de nos abonnés aujourd'hui qui sont des gens qui souscrivaient à Canal+ et Canalsat et qui payaient déjà des tarifs de cet ordre-là avec les décodeurs, etc. Mais on donne aussi pour la première fois la possibilité à des gens qui aiment exclusivement le cinéma et les séries de s'abonner à cette partie-là de l'offre et de souscrire finalement une offre qui leur convient beaucoup mieux. Avec les partenaires, parce qu'on fait aussi là usage des relations qu'on a et qu'on a nouées avec un certain nombre de chaînes en exclusivité et un certain nombre d'autres chaînes premium comme Beansport, comme OCS pour le cinéma et les séries, qu'on pourra revendiquer beaucoup plus fortement avec cette marque ombrelle Canal, qui devient vraiment l'endroit où toutes les chaînes, toutes les meilleures chaînes de télévision sont disponibles pour la première fois. Il y avait quelque chose que les abonnés reprochaient souvent à Canal, et ils ont été à peu près 500 000 quand même à partir, c'est l'engagement de 12 mois. Vous avez fait une révolution dans les tarifications, vous n'avez pas fait complètement la révolution dans les engagements. Vous mettez même des engagements à 24 mois.
Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout de la logique? Alors d'abord, je voudrais préciser que les 500 000 que tu cites, si tu fais référence aux résultats de Vivendi, qui ont été annoncés il y a quelques jours, 500 000 abonnés perdus, c'est 500 000 sur l'ensemble des offres. Il y en a déjà 200 000 qui sont Canal Play, puisque vous le savez, Canal Play a été déréférencé par SFR de sa plateforme au profit de sa propre offre Zive, et donc on a perdu 200 000 du jour au lendemain. Et puis ensuite, il y a CanalSat, et en réalité, le Canal+, on est autour de 150 000 abonnés perdus. C'est ça dont on parle. Pardon, ta question, c'est... Ah oui, tu dis... Les engagements. Les engagements, on l'adresse. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'il ne faut pas moyenner. Il y a des gens qui sont, parmi nos abonnés, qui sont extrêmement satisfaits de Canal+, qui sont extrêmement consommateurs de Canal+. Franck pourra vous donner, mais il y a des gens qui consomment Canal+, plusieurs heures, des dizaines, voire parfois même des centaines d'heures par semaine. Enfin, je veux dire, c'est des chiffres assez étonnants. Ces gens-là, ils n'ont pas de sujet d'engagement. Et ils sont prêts tout à fait à s'engager à partir du moment où ils trouvent la contrepartie en programme et en valeur. Il y a d'autres populations, et en particulier les plus jeunes, qui sont résistantes à ça. C'est un frein pour elles. Et donc, il ne faut pas moyenner. Pour ces populations-là, on a proposé des offres sans engagement. Et comme une bonne partie de cette population-là consomme exclusivement ces contenus sur des plateformes mobiles ou PC, on a réservé ces offres sans engagement à ces écrans nomades. À partir du moment où vous avez, où vous avez évoqué une nécessité de relancer le nombre d'abonnés, mais où vous avez aussi évoqué des difficultés en termes financiers. Donc l'objectif de doubler le nombre d'abonnés d'ici un an, il est clair, et les bouquets distribués par Free et Orange y contribueront. Au niveau des abonnés Canal+ eux-mêmes, et si vous voulez éviter de perdre en ARPU, quelle sera la KPI que vous allez suivre dans les semaines à venir sur l'évolution, et y compris puisque les nouvelles offres sont ouvertes depuis ce matin, est-ce que vous avez de premiers retours, des centres d'appel ou autres, sur le volume de réaction d'une part, et puis ce vers quoi, ou ce sur quoi vous interrogent vos abonnés ou vos prospects? Écoute, on a fait une très très bonne matinée, mais ce qu'on a appris dans ce métier, c'est que ça se joue plutôt dans la durée, que c'est plutôt un marathon qu'un sprint. Donc on va être très prudent sur la chose, mais en effet, ça a l'air de très bien démarrer. On aura sans doute des premières tendances à Noël. L'enjeu premier pour nous, c'est la conquête d'abonnés. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est ce que tu évoquais à l'instant, en Guérand. On a un enjeu de retrouver de la croissance de parc d'abonnés en France. C'est l'enjeu premier pour la France, parce qu'après, évidemment, il y a tout l'international dont on parlera peut-être, j'espère, où là, on est dans une logique toute différente et une dynamique toute différente. L'enjeu premier en France, c'est de retrouver de la croissance d'abonnés. Ça va potentiellement se faire au sacrifice de l'ARPU pour Canal+. Après, c'est dans quelle proportion? Nous, notre sentiment, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin, encore une fois, on est dans une logique incrémentale, c'est-à-dire que les abonnés qu'on va aller chercher avec nos offres, notre sentiment, c'est qu'on n'aurait pas été les chercher auparavant. Donc, ils vont venir s'ajouter à des abonnés qu'on avait déjà et qui seront prêts à aller souscrire à des offres à 40 €, à 50 €, etc. Puisque si Canal+ sera disponible à 20 €, le bouquet Canal+, l'ensemble des chaînes, lui, restera disponible au tarif de 39,90 €, c'est-à-dire peu ou prou le même prix qu'auparavant, avec beaucoup de valeur dans ces bouquets. Alors, vous jouez une journée très importante aujourd'hui, puisque c'est l'avenir et c'est le retour à la croissance de Canal. Vous n'êtes pas un peu énervé que ce soit pollué par la grève à iTélé, c'est-à-dire une partie infime du groupe Canal+? Comment est-ce que vous n'êtes pas réussi à sortir du conflit avant? Énervé, non. Frustré, oui. Je pense que c'est un sujet sérieux. Il y a une frustration de part et d'autre, de la part des équipes, et de la rédaction et de la part de la direction. Là, j'ai bon espoir, on sait encore, moi j'y étais pas, mais il y a une réunion de 8 heures hier et encore une fois de 2 heures ce matin. Donc on a bon espoir de sortir rapidement de cette crise. Après, on a des enjeux économiques, tu disais, c'est un petit sujet, mais enfin on a quand même une perte de 25 millions d'euros par an sur iTélé. C'est une perte qu'on subit depuis 5 ans, donc on part de plus de 100 millions d'euros perdus. Cette chaîne d'ailleurs n'a jamais été profitable depuis son lancement. Donc on a quand même un enjeu économique qui sur la durée en cumule, même aux bornes du groupe Canal+, c'est un sujet qui pèse. Il n'y a pas d'activité aujourd'hui dans le groupe,
à part Canal+, les chaînes qui perdent autant que iTélé, ça n'existe plus. Il fut un temps, on avait le PSG, on avait d'autres sujets. Ils ont tous été soit cédés, soit redressés. Il n'y a plus qu'aujourd'hui les chaînes Canal+ et iTélé dans le groupe qui perdent autant d'argent, tu vois. Donc c'est quand même significatif au bord de Canal. Vous dites que vous allez en sortir rapidement, on l'espère pour la chaîne, on l'espère pour véritablement tout le monde. Ça, c'est une première sortie. D'après les éléments qui ont été donnés dans la négociation, on ne voit pas en quoi, parce que les départs devraient être compensés, c'est ça, et la chaîne reste sur son format de chaîne d'information. Comment est-ce que il n'a jamais été question pour nous de changer de format et de remettre en cause le positionnement de la chaîne, qui est une chaîne d'information. La question, comment est-ce que vous réduisez les pertes alors que maintenant... Il faut réduire les dépenses. En réalité, il faut réduire les dépenses. Puis on ne va pas peut-être passer 10 minutes sur iTélé, mais le sujet d'iTélé, c'est qu'au moment où la chaîne... d'abord, avant l'arrivée de BFM, elle s'est fait quand même doubler par BFM, qui faisait 2 fois plus d'audience en 3 ans. Donc il y avait un enjeu, et qui est parti avec moins de moyens. Donc il a fait la démonstration que les moyens n'étaient pas nécessairement, se traduisaient pas nécessairement par l'audience. Le sujet d'iTélé, c'est que même au moment où elle était en croissance en audience, elle perdait en revenus. Parce que c'est un enjeu plus global de marché publicitaire et de compétition sur ce marché publicitaire. Donc je ne crois pas, moi, que l'issue d'iTélé, économique, j'entends, se fasse sur les revenus. Et je pense qu'il faut ajuster les dépenses pour revenir à un profil de rentabilité plus compatible avec les attentes de l'actionnaire. Voilà comment je le dirais. Peut-être pour reprendre une vision un peu plus macro sur le groupe, il y a un Canal, activité télépayante, il y a le pôle d'activité gratuite, enfin de télé gratuite, iTélé en est un élément, il y a aussi C8, c'est Star. Vous avez Canal Play. Comment ça s'articule? Comment on crée des synergies en France, sachant que vous êtes encore dans un cadre, vous êtes encore encadré par les injonctions de 2012 et qu'Isabelle De Silva est dans la salle, la présidente de l'autorité de la concurrence. Donc, sur les synergies, il faut être prudent. Et puis l'autre point ou l'autre dimension sur les perspectives du groupe, c'est... vous avez maintenant en face de vous des acteurs, Netflix qui est déjà en France, Amazon dont on dit on n'arrête pas d'annoncer son arrivée, mais ça finira quand même par être le cas. Canal, c'est la France, c'est quelques marchés en Europe, la Pologne, le Vietnam et puis l'Afrique subsahélienne. Est-ce que ça pèse? Est-ce que ça suffit? Pas assez. T'as raison. Aujourd'hui, on est face à des acteurs mondialisés de plus en plus. Amazon arrive avant la fin de l'année ou au tout début de l'année prochaine. Moi, je reviens des États-Unis. Le sujet, ça va être la compétition des Américains qui sont maintenant des acteurs mondiaux, qui ont accès aux droits avec 130 pays, qui sont en plus tous basés en Californie, dont sont issus une grande partie des contenus. Donc, on va avoir un sujet, c'est sûr, de compétition mondiale. Et donc, nous, on a un enjeu de trouver de la croissance rapidement à l'international pour avoir une base beaucoup plus importante qu'aujourd'hui. Alors la bonne nouvelle, c'est que la dynamique, elle est là. Sur l'Afrique, tu le disais, on est à 2,5 millions d'abonnés, on a une croissance à 2 chiffres. Le Vietnam, la Pologne se portent extrêmement bien. On a des ambitions de développer le groupe à l'international. C'est une nécessité absolue pour nous face à la compétition aujourd'hui. Si on revient à la France, on a 2 avantages par rapport à ces acteurs, me semble-t-il, américains. Le premier, c'est qu'on a un positionnement qu'on souhaite développer, qu'on a déjà commencé à développer, qui est ce positionnement d'acteur ancré en Europe. On croit énormément à l'alternative à la culture américaine et à la culture asiatique, d'une culture européenne, pas pan-européenne. Young Pope, ou Gomorrah, ou Happy Valley. Je ne crois pas à un espèce de melting pot pan-européen, ou alors vraiment, ça sera extrêmement rare. De temps en temps, il y a Clapeyche qui réussit à faire un truc comme ça. Le reste du temps, moi, je crois beaucoup aux produits culturels ancrés, aux œuvres ancrées dans chacun des pays, et qui font ressortir des traits qui ont une forme qui créent une forme d'appétence universelle. C'est le cas de Gomorrah, qui a été un succès mondial. C'est 1 million sur Canal+, Gomorrah. C'est le cas de Happy Valley, qui est une série produite par Studio Canal, qui est une série extrêmement britannique, qui connaît un succès mondial. C'est le cas de Versailles, c'est le cas de Bureau des légendes, qui a été sélectionné par le iTunes américain comme la série du mois il y a quelques semaines. Donc je crois vraiment qu'on a cette chance d'avoir une culture extrêmement forte et un cinéma américain qui est de plus en plus focalisé sur les super-héros. Encore une fois, j'en reviens, c'est juste incroyable. Tous les line-up des studios se dirigent vers soit de l'animation, soit du super-héros, soit les deux.
Et donc, y compris aux États-Unis, on a des populations qui sont en attente d'œuvres culturelles ou d'œuvres à forte valeur ajoutée culturelle. Et pour eux, souvent, forte valeur ajoutée culturelle, ça veut dire européen. Donc je crois qu'on a cet avantage-là. Et le deuxième avantage, me semble-t-il, c'est ce qu'on est en train d'essayer de construire avec des acteurs comme Free ou Orange, qui est bien représenté ici. C'est qu'il me semble qu'on a toujours été extrêmement conscient de l'importance des fournisseurs d'accès, des opérateurs télécoms, dans l'écosystème. Ce qui n'est pas nécessairement le cas des acteurs OTT mondiaux dont on parle, qui au contraire ont eu une attitude plutôt indépendante vis-à-vis des telcos pour justement se mondialiser. Et d'ailleurs sont un peu en train d'en revenir aujourd'hui. On voit que Comcast a signé un accord avec Netflix aux États-Unis et qui se rendent compte des limites du système. Donc moi je pense que Canal seul, compliqué dans cet environnement, Canal en partenariat stratégique avec des opérateurs télécoms, où il y a de l'intérêt évidemment pour les deux parties, plus l'ancrage local éditorial que j'évoquais tout à l'heure, je pense qu'on a une belle carte à jouer. Pour revenir sur ce que tu disais sur le gratuit, le payant, nous notre point de vue c'est que le travail qu'on a fait éditorial, c'est de refocaliser Canal+ sur le payant. Il y a encore des plages en clair et on a encore du travail sur ces plages en clair et il y aura encore des plages en clair l'année prochaine. Mais la vocation, c'est vraiment que ces plages en clair elles soient des réelles vitrines de ce qu'est Canal+. Pardon, les plages en clair aujourd'hui. Mais c'est une question qu'on peut se poser sur certaines et moins sur d'autres. Je pense que quand on a le Canal Football Club qui fait 1,5 million d'audience, qui est la plus première émission de sport en France, et qui construit une audience pour un match derrière qui est disponible uniquement encrypté et qui donc c'est ce qui motive à l'abonnement, il n'y a pas de question. Il y a d'autres émissions que je ne citerai pas où on peut effectivement se poser cette question et notre ambition, c'est qu'on ne se la pose plus d'ici l'année prochaine ou peut-être encore celle d'après parce que on s'inscrit dans la durée. Et ensuite, on a C8, Canal 8, C-Star, Canal Star et CNews bientôt, je l'espère, où on est là dans une logique de positionnement premium, donc le positionnement historique de Canal, mais avec une puissance qui est autre que celle à laquelle Canal+ pouvait prétendre même à la grande époque. On voit que C8 est sur une trajectoire aujourd'hui qui est intéressante et qui nous permet de à la fois aller chercher du quantitatif et du volume en CSP+, toujours, et en même temps une audience plus qualitative que, on l'espère, que ce que font les autres. Et dernier point, l'ensemble de ce dispositif, pour nous, c'est ça aussi la différence. C'est-à-dire que ce que sont en train de construire les équipes de Franck Cadoré, avec la marque Canal, Ombrelle, etc., qu'on a mis en œuvre opérationnellement hier, c'est que la vocation de ce portail, c'est de proposer, y compris sur les interfaces type MyCanal, tout le spectre de la chronologie. C'est-à-dire le gratuit avec les chaînes gratuites du groupe ou les chaînes de tiers, le payant thématique, le payant premium, la VOD, le téléchargement définitif. Nous, sur notre portail, on sera, de notre point de vue, les seuls. On aura l'avantage par rapport à iTunes de proposer des chaînes en linéaire. On aura l'avantage par rapport à Netflix de proposer des chaînes en linéaire. Et en même temps, toute cette capacité d'offrir tout le spectre de ce qui est possible en contenu, le meilleur, avec tous les éditeurs français, américains, étrangers, etc. Sur le développement international, vous aviez un projet, caressé l'idée d'un projet, une espèce de Netflix européen, avec une technologie allemande, parce que Watchover a disparu, et avec un pied en Italie, mais ça n'a pas l'air de se faire avec Mediaset, et un pied au Portugal. C'est remis sine die, il faut attendre que les situations en Italie se... Je pense qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que ça coûte très vite, très cher, ce type de proposition. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'acteurs qui ont étudié un SVOD européen en Angleterre, en Allemagne, etc., qui ont abandonné pour ces raisons-là. Nous, on n'a pas abandonné. Simplement, on regarde dans quelle mesure on pourrait avoir un modèle alternatif rentable. Et comme tu citais Watchover, on a perdu beaucoup d'argent. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on sait ce qu'il ne faut pas faire. Contrairement à ce que tu dis, la technologie elle n'est pas jetée, elle est disponible et on est en train de développer un certain nombre de produits qu'on révélera bientôt sur la base de cette technologie Watchover qui fonctionne très bien pour le coup, qui a prouvé sa capacité. Donc c'est un projet à l'étude qui reste à l'étude, mais il faut qu'il y ait un profil de rentabilité qui soit satisfaisant pour l'actionnaire et pas à 20 ans. D'accord. Et donc, quelles sont les pistes alternatives ? C'est un peu tôt pour en parler. Peut-être un dernier mot, parce que le temps malgré tout tourne. Tu évoquais des accords avec des opérateurs. Donc en France, on les a vus, ils sont signés, ils sont même maintenant rentrés en œuvre. Au-delà de la France, ça veut dire éventuellement une déclinaison de Canal dans d'autres pays que la France, une distribution par des FAI locaux. On n'est pas aussi avancé que ça, mais ce qui est important, c'est que tu vois les positions que Vivendi a prises
en particulier dans Telecom Italia et également dans Telefonica, même si c'est très minoritaire, c'est un mouvement important. On est en train de construire et de travailler avec ces acteurs. C'est 500 millions de foyers au global entre l'Europe du Sud et l'Amérique latine. Donc cette logique qu'on a, c'est une logique d'un côté les contenus, comme je le disais, ancrés européens, via Canal, via Universal Music, qui est leader mondial de la musique, d'un côté, et de l'autre la distribution. Et de l'autre, la distribution, avec des accords telco avec Orange et Free pour la France, par exemple, des participations capitalistiques avec Telecom Italia et Telefonica, et puis évidemment, je ne peux pas me priver d'en parler, l'OTT avec Dailymotion, qui nous permet d'adresser une population mondiale, parce que Dailymotion, c'est une plateforme mondiale qui touche à peu près 300 millions d'utilisateurs chaque mois dans le monde. Une dernière question. Vous disiez Canal seul, ça n'a pas beaucoup d'avenir. Canal avec les opérateurs télécoms, ça en a plus. On parle beaucoup d'un éventuel rachat de Canal par Orange. Ça a du sens? D'abord, ça me fait rire, parce que c'est bon signe qu'on commence à parler d'un rachat de Canal par quelqu'un, parce qu'il y a quelques mois, Canal n'intéressait plus personne. Donc Canal qu'on commence à se dire, tiens, c'est un actif qui potentiellement pourrait intéresser un acteur comme Orange. Moi, écoutez, ma position, d'abord, j'ai pas connaissance évidemment de ce type de discussion. J'ai le sentiment que Canal+ est un actif essentiel de Vivendi, dans cette perspective que j'ai évoquée de mondialisation et de projet culturel européen. Après, sur Orange, là ça n'engage que moi, je pense qu'on est au début de l'histoire. Je pense qu'il y a effectivement énormément de choses à construire, stratégiques, avec cet opérateur en France et ailleurs dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.